Ok. Alors, on avait terminé là-dessus. On avait vu qu'il y avait deux grandes hypothèses cinématiques qu'on appelle celle de Timoshenko ou de Bernoulli. Celle qui est la plus générale, c'est celle de Timoshenko. Et en fait, avec Timoshenko, on peut avoir ici des termes non nuls de cisaillement transversal. Donc, le cisaillement dans Timoshenko peut être dû à ce cisaillement transversal, plus un terme ici qui est dû, en fait, le dθ G1 sur ds, c'est la rotation par unité de longueur suivant l'axe 1, donc c'est de la torsion, en fait, de la poutre. Vous êtes en train de faire une torsion sur la poutre. Par contre, si vous utilisez l'hypothèse de Bernoulli, eh bien, ce terme-là est forcément nul, puisque c'est l'hypothèse de Bernoulli, pas de cisaillement transversal. Et donc, à ce moment-là, le cisaillement n'est dû qu'à la torsion. Vous n'avez plus le terme de cisaillement transversal. Donc, je voulais illustrer ensuite avec un petit croquis qui était ici, que je n'avais pas fait dans l'espace pour ne pas surcharger le dessin. Donc, je l'avais fait dans un cas très particulier. Vous voyez, j'avais considéré par exemple que d de UG1 sur ds égale 0. C'était simplement pour ne pas surcharger le dessin. Et en plus de ça, donc, eh bien, le UG3 il vaut 0 parce que je suis uniquement dans le plan 1, 2. Je ne suis pas du tout dans le plan 1, 2, 3, enfin dans l'espace 1, 2, 3, L1, L2, L3. Donc ça, c'était juste pour vous montrer ce qui se passait. Effectivement, lorsque vous avez une situation d'une poutre initialement, donc ça c'est le carré, c'est la poutre initiale. Alors c'est un petit tronçon de poutre qui est infinitésimalement, qui est très très petit, pardon, qui vaut ds de longueur. Et donc une fois qu'il a été transformé, eh bien, on s'aperçoit que effectivement on peut avoir ici un mouvement θg3, donc une rotation de la section autour du point G, qui est possible, vous voyez, sans avoir à changer UG2 par exemple. Donc pourquoi est-ce qu'on a ça? Eh bien tout simplement parce que là on est avec Timoshenko et il n'y a pas de lien obligatoire entre la dérivée de UG2 et entre θg3, donc il n'y en a pas non plus entre UG2 et θg3. Donc ça c'est très très important, c'est ce qui permet en fait d'avoir une cinématique très riche avec les poutres. On peut se limiter à une cinématique beaucoup moins riche dans le cas de Bernoulli, c'est ce cas-là, c'est-à-dire que là on impose que la dérivée de UG2 sur ds est toujours égale à θg3, voilà. Et à ce moment-là, eh bien, ce qui va se passer, c'est que nos sections droites vont toujours rester perpendiculaires à la ligne moyenne qui est tracée ici en vert. Voilà, donc cette section droite en G va rester perpendiculaire à cette ligne moyenne. Ok, donc maintenant qu'on a vu la partie cinématique, eh bien, on va passer à la sténique. Donc je vais faire un nouveau partage. Et je vais aller chercher les transparents de la sténique. Voilà, normalement, si tout va bien, vous voyez les diapos de l'asténique. Alors, l'asténique, eh bien, c'est ce qu'il y a après les déformations. Donc, on va se retrouver en fait ici. Ah, j'ai un petit problème, je n'arrive pas à passer mes diapos. Excusez-moi, petit problème technique. Bon, je ferme tout ça. Et je recommence d'ici. Normalement, vous ne voyez plus rien. Je recommence mon partage. Ok. Mettez-moi une petite coche verte là si vous voyez bien la première diapo, s'il vous plaît, parce que là j'ai eu des petits soucis. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok. Alors, ça marche. L'asténique, en fait, donc, c'est toute la partie qui comprend donc les contraintes et ce qu'il y a sur l'équilibre externe, c'est-à-dire en fait ces contraintes arrivées donc sur la surface externe du solide, donc de la poutre, doivent être égales aux efforts et aux moments donc externes sur la poutre, ou aux pressions externes sur la poutre. Donc tout ça, ça va englober l'asténique. Alors, il y a quelque chose qui est assez paradoxal donc, sur la poutre, c'est qu'on ne va pas avoir des vrais efforts en fait, sur cette poutre, puisque ici je vous l'ai représenté en 3D. Et partout sur votre solide 3D, vous aviez par exemple des efforts répartis à la surface. Partout, vous aviez des efforts ponctuels, par exemple.
Eh bien, tout ça, en fait, ça va, même les efforts volumiques, en fait, tout ça, ça va être ramené sur la ligne moyenne. Donc, tous les efforts de volume, en fait, vont devenir des efforts répartis par unité de longueur. Donc, systématiquement, on va avoir systématiquement des densités d'efforts par unité de longueur. Et les efforts de surface, ben, soit ça devient des efforts répartis par unité de longueur, soit des forces et des moments ponctuels. Alors vous allez voir que ça a quand même des conséquences sur la modélisation poutre, parce qu'on ne pourra plus considérer un tronçon complet à partir du moment où on a un effort ou un moment ponctuel qui interviennent donc sur ce tronçon. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va voir juste après. Autre chose, donc, au niveau donc, de notre poutre, on a également les liaisons. Les liaisons qui normalement donc, sont des liaisons qui sont sur toute la partie de la surface du solide 3D qui est ici, par exemple, on va les ramener avec un torseur de liaison sur les centres de gravité des faces extrêmes du tronçon qu'on est en train d'étudier. Donc voilà, donc ce qui veut dire que globalement, lorsqu'on va faire une modélisation poutre, tout le volume de la poutre, en fait, à chaque point, à chaque centre de gravité, va être concentré sur la ligne moyenne. Alors, les torseurs de liaison, donc ce qu'on appelle des efforts de liaison, on va systématiquement, en général, leur associer un repère local. Donc un repère local à la liaison qui n'est pas forcément le repère de Freinet ou le repère des axes des moments quadratiques principaux, le fameux L1, L2, L3. C'est pas grave, on fera des changements de base s'il faut lorsqu'on en a besoin. Donc chaque liaison, en fait, va être modélisée par un torseur d'effort, donc on va appeler la résultante d'effort RA et le moment MA, par exemple. Et on va également avoir un torseur cinématique sur cette liaison, donc qui va se décomposer suivant ce repère local de la liaison, en 3 composantes en déplacement, 3 composantes en rotation. Tout comme au niveau des efforts, on avait 3 composantes en effort et 3 composantes en moment. Donc systématiquement, ce qu'on va appeler isoler en fait notre solide, notre poutre, ça va consister à passer de ce schéma-là, où on a la liaison qui est représentée, à ce schéma-là, où on n'a plus la liaison qui est représentée, mais par contre, à la place, on a le torseur des actions de liaison, MA et RA, qui est représenté. Donc lorsqu'on fait ça, entre autres, on va faire apparaître ce qu'on appelle les inconnues de liaison. Les inconnues de liaison, c'est ces bestioles-là, voilà. Et ces inconnues de liaison, pour les déterminer, eh bien, on applique tout simplement le principe fondamental de la statique sur la poutre avec les efforts externes. Alors, quand vous voulez faire un équilibre complet de votre poutre que vous êtes en train d'étudier, eh bien, vous allez donc avoir ceci qui va être entièrement, donc tous les efforts, que ce soit les efforts de liaison ou les efforts externes, vont être ramenés en réalité donc sur la ligne moyenne de la poutre, c'est ce que vous avez là. Et pour pouvoir écrire votre PFS, eh bien, vous allez ramener l'intégralité de ces efforts en un point. Et puis, comme d'habitude, vous appliquez le PFS, c'est-à-dire que vous dites qu'en ce point, eh bien, toutes les réactions doivent être égales à 0 et tous les moments doivent être égaux à 0. Toute la somme des moments doit être égale à 0, toute la somme des réactions doit être égale à 0. Voilà, donc en fait, vous avez juste à écrire ça et vous allez pouvoir, grâce à ça, en général, si votre problème est isostatique, vous allez pouvoir déterminer ce qu'on appelle les inconnues de liaison, c'est-à-dire les inconnues donc au bord de la poutre. Ok, donc ça, il n'y a rien de bien nouveau. Vous avez déjà fait ça des centaines de fois, par exemple, en mécanique générale. Juste un petit rappel, on l'a vu avec ceux qui m'ont eu en TD, mais bon, c'est juste un petit rappel donc, de la façon de transporter en fait un torseur. Hein. Donc un torseur d'effort, si vous le transportez de P1 en P2, eh bien, vous allez avoir la résultante en effort au niveau de P2 qui est égale à la résistance en effort au niveau de P1. Et au niveau du moment en P2, par contre, bah, vous allez retrouver le moment en P1 plus P2P1 vectoriel RP1. Alors, bien sûr, ça, c'est à la condition qu'il n'y avait rien en P2. Hein, parce que sinon, bah, le moment, il faudrait rajouter le moment en P2 et l'effort, rajouter l'effort en P2 également. Donc là, ça part de la condition qu'il n'y a pas d'effort au départ en P2. Et vous transportez les efforts et les moments qui sont en P1 en P2. Voilà, et donc vous obtenez ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous savez faire. Vous savez aussi transporter des torseurs cinématiques. Donc ça, je ne vous fais pas de rappel dessus. Alors, ensuite, systématiquement, une fois qu'on a isolé notre poutre et qu'on a déterminé, donc qu'on a nommé en fait nos inconnues de liaison, on va pouvoir les dénombrer cette fois-ci, donc connaître leur nombre.
et on va pouvoir calculer le degré d'hyperstaticité. Et donc celui-ci, vous l'avez déjà vu normalement dans une matière qui s'appelle Conan également. Lorsque ce degré d'hyperstaticité est négatif, hein, ça veut dire que la poutre n'est pas immobilisée, en fait, hein, donc ça veut dire qu'elle bouge, ou alors qu'il existe des relations entre les inconnus de liaison. Donc on dit que le système est hypostatique, hein, c'est-à-dire que soit il bouge, en fait, il est en mouvement, soit il y a des inconnues de liaison qui sont liées entre elles pour que le système devienne isostatique. Lorsque H, en fait, qui est donc, H, c'est ce que vous avez là, hein, c'est L moins 6 fois le nombre de solides en 3D et L moins 3 fois le nombre de solides en 2D. Lorsque H est nul, en fait, ça veut dire que votre objet que vous êtes en train d'étudier, donc ici des poutres, eh bien, cet objet est en équilibre isostatique. Et là, vous pouvez appliquer le PFS pour déterminer toutes les inconnues de liaison. Lorsque H, par contre, est positif, ça veut dire que là, cette fois-ci, vous êtes dans un équilibre hyperstatique. Donc, le problème, c'est qu'il va falloir écrire H équations supplémentaires de façon à déterminer les inconnues hyperstatiques, qui sont en général les inconnues de liaison. Donc là, ce sont des problèmes qu'on va aussi traiter dans les exercices de TD sur les poutres. La plupart du temps, dans les premiers TD, ce que vous avez déjà fait, normalement, toutes les configurations qu'on vous a données étaient en fait isostatiques. Je vais vous montrer un exemple. Alors, je vais arrêter mon partage ici. Et je vais partager mon iPad. Ok, est-ce que vous voyez tous mon iPad ici? Oui. Il n'y en a qu'un qui Oui. voit l'iPad. Oui? Non. Ok, mettez-moi une petite coche verte, vous me dites moi oui, c'est parfait. Ok, j'ai l'impression que ça marche alors. Ok, donc voilà, en fait, l'exemple que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Imaginez que vous ayez donc une poutre. Hop là, ça c'est pas bon. Une poutre circulaire. Voilà, qui est encastrée ici. Et ici, en fait, elle est appuyée avec un appui glissant sur un mur. On va la charger ici avec un effort, F, qui est égal en fait à F suivant Y. Voilà, ça c'est mon effort F qui est égal à F suivant Y. Et ici, on va donc déterminer le nombre d'inconnus et calculer le degré d'hyperstatisme de notre liaison. Alors, ce point-là, on va l'appeler le point A, et celui-ci, on va appeler le point B. Donc, si je dessine, si je veux refaire isoler mon solide, en fait, la première chose que j'ai à faire, c'est à dessiner mon même solide avec uniquement les efforts imposés, mais j'enlève en fait les liaisons. Donc, isoler le solide, ça consiste, dans la première étape, à enlever les liaisons. À la place des liaisons, eh bien, je vais mettre ce qu'on appelle les inconnues de liaison. Je suis en 2D ici, donc j'ai un encastrement. Donc ici, je vais avoir une réaction que je vais appeler par exemple RAX. Donc celle-ci est portée par mon vecteur X. Alors j'ai pas mis mes axes, hein, mais ils sont comme ça. Là j'ai Y et là j'ai X. Et là j'ai mon point O ici, qui est mon origine de mon repère. Donc ça c'est RAX. Ensuite, je vais avoir, comme j'ai un encastrement, les deux déplacements vont être bloqués, donc je vais avoir RAY qui va être ici. Et ici, j'ai une autre inconnue de liaison qui va s'appeler MAZ. Alors, j'ai fait exprès de prendre mes inconnues de liaison positives. Vous faites toujours ça, ce n'est pas la peine de vous embêter à essayer de mettre de la mécanique à ce moment-là, ça ne sert à rien. L'autre chose que j'ai, comme j'ai un appui ici, eh bien, suivant cette direction-là, j'ai quelque chose qui s'appelle RBX. Donc, si je regarde en fait ce que vaut ma réaction donc au point B, que je vais nommer RB, ma réaction totale, en fait c'est RBX
suivant x plus f suivant y. Ok, ça c'est ma réaction totale. Donc ici, si vous regardez bien, j'ai 4 inconnus de liaison. Donc du coup, h, ça va être égal à 4. J'ai combien d'équations? Bah, j'ai qu'un seul solide, je suis dans le plan, donc le PFS va m'autoriser 2 équations, 2 en effort et une en moment. Donc, moins 3 fois le nombre de solides 1, ça fait 1, mon système est hyperstatique. Donc là, si j'applique le PFS, eh bien en fait, je n'arriverai pas à résoudre mon problème pour déterminer RBX, RAY, RAX et MAZ. Je n'ai pas assez d'équations. Donc on verra que le problème est quand même soluble, mais n'empêche que pour le PFS, eh bien en fait, ce n'est pas résolvable. Voilà, c'était juste pour vous montrer cet exemple-là. Je retourne sur mon autre écran. Donc on va repartager. Hop. Voilà ça. Ok. Alors, quelque chose qui est vraiment très très important maintenant, ces équilibres en fait que vous allez écrire, vous allez en fait les écrire par tronçon. Donc cet objet élémentaire, c'est quelque chose de super important dans les poutres. Et ces tronçons, en fait, eh bien, c'est ce qui va composer l'ensemble de votre poutre. Alors, si vous suivez une abscisse curviligne croissante S, donc vous partez par exemple de ce point-là, eh bien, automatiquement, vous allez vous balader sur la poutre ici, et il y a un moment donné, par exemple, vous allez rencontrer un accident ici de section. Ce qu'on appelle un accident de section, c'est par exemple, il y a une variation de la surface de la section ou une variation des moments quadratiques. Donc ça, c'est le point 2. Là, vous voyez, la section de droite A2S présente une discontinuité au niveau de son aire ou de ses moments quadratiques. Et donc là, obligatoirement, le tronçon 1 va se terminer ici, lorsqu'on a le changement en fait de cette section, de cette aire. Et à partir de là, on va avoir un tronçon numéro 2. Voilà, donc ça, c'est ce cas-là. Vous pouvez avoir aussi des nouveaux tronçons lorsque le vecteur tangent présente une discontinuité. Alors le vecteur tangent, je vous rappelle que c'est L, qui varie en fonction de S. Alors ça, on le voit sur le tronçon B6. Alors pour ça, il faut regarder cette poutre-là. Cette poutre-là, elle est composée d'une ligne moyenne qui est jusqu'au tronçon B5 porté par L1, ce L1-là, et ensuite L1 va tourner brusquement pour pouvoir faire un virage à 90 degrés pour pouvoir décrire le tronçon B6. Je vous rappelle que L1, c'est le vecteur tangent à la ligne moyenne, donc forcément, il existe des points où ce vecteur est défini 2 fois. Au point qui est ici, il est défini une fois ici à gauche, et comme ceci, à droite du point. Donc si vous avez ce type de discontinuité, eh bien là aussi, vous êtes obligé de faire un nouveau tronçon. Voilà, systématiquement. Ensuite, le chargement externe, il peut présenter une discontinuité, par exemple, si à un moment donné, vous avez un effort ponctuel. À partir du moment où vous avez un effort ponctuel, vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé de changer de tronçon. Donc là, on passe du tronçon B2 au tronçon B3 à cause de la position de l'effort ponctuel. Si vous avez un moment réparti, eh bien, un effort réparti, eh bien, sur toute la ligne moyenne où l'effort est réparti, eh bien, vous êtes obligé d'avoir un tronçon dédié à cet effort en fait, réparti sur cette ligne. Voilà, donc ça, c'est les exemples des tronçons B3, B4 et B5. Alors, de la même façon, vous pouvez avoir donc une liaison qui se trouve à une abscisse donnée. Ça, c'est le cas de la séparation entre le tronçon B1 et le tronçon B2. Et cette liaison-là, eh bien, ça, en fait, ça revient à une discontinuité de ce type-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez enlever votre liaison pour isoler votre solide, vous allez remplacer cette liaison par son torseur résultant en effort et un moment. Et donc, ça va faire apparaître ici des efforts et des moments. Du coup, vous êtes obligé de faire un nouveau tronçon. Donc, pensez bien à ça à chaque fois. Chaque fois que vous avez donc un nouveau tronçon qui apparaît, eh bien, une nouvelle discontinuité, quelle qu'elle soit, en effort, en vecteur tangent,
eh bien, à chaque fois, vous êtes obligé de faire un nouveau tronçon et de considérer un nouveau tronçon. Alors, il y a des cas quand même où on ne considère pas un nouveau tronçon. C'est si, par exemple, A de S va varier, mais très progressivement suivant le tronçon. Là. À ce moment-là, on intégrera dans nos formules la variation de A de S. Par contre, si vous avez une discontinuité très forte, eh bien là, effectivement, vous êtes obligé de changer de tronçon. Et si vous vous souvenez de ce qu'on a dit la dernière fois, eh bien, pile poil au changement de tronçon, les moments, les efforts que je vais calculer ne sont pas tout à fait réalistes. Et donc ça, il faudra faire un calcul 3D si on veut vraiment obtenir ce qu'on appelle les concentrations de contraintes, par exemple dans ce congé qui est ici. On ne pourra pas le faire avec la théorie des poutres. Voilà, donc cet objet élémentaire est très très important à définir parce que c'est lui qui va vous conditionner en fait combien de calculs vous allez faire et surtout qui va conditionner le fait que vous allez pouvoir mener vos calculs jusqu'au bout. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Ou qui sont surtout des définitions en fait, hein, il n'y a pas grand-chose à comprendre. N'hésitez pas, je vous laisse un petit temps de réflexion. Bon, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Ok, donc on passe à la suite. Alors maintenant, nous allons écrire les équations d'équilibre sur un tronçon donné, mais pas sur tout le tronçon. En fait, on va s'occuper simplement d'une partie toute petite à l'intérieur de ce tronçon. Donc c'est celle que j'ai représentée ici. Vous voyez, donc vous avez votre poutre. Alors ici, vous êtes déjà en fait sur un tronçon, hein, bien sûr. Et là, eh bien, vous avez une rondelle de poutre qui est agrandie ici. Donc ds est un infiniment petit. Et je vais regarder tout ce qui peut s'appliquer, en théorie, hein, sur ce petit tronçon. Alors, tout ce qui peut s'appliquer, ce sont déjà des charges externes. Alors, il peut y avoir des charges réparties, que j'ai appelées Q de S. N'oubliez pas, hein, l'unité de Q de S, comme je vous ai dit, ce sont des charges linéiques, donc c'est des newtons par millimètre si on est en mégapascal. Ensuite, ici, vous allez avoir des moments répartis. Donc ça, c'est pareil, ce sont des moments linéiques. Hein. Alors ça c'est des micro-couples, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve assez couramment sur les poutres. Ça peut arriver par exemple sur des poutres avec des arbres, avec des cannelures pour pouvoir transmettre des moments. À ce moment-là, vous allez avoir un moment réparti sur toute la longueur de la cannelure. À part ça, en fait, il peut strictement rien avoir d'autre en fait sur ce tronçon. Alors par contre, ce tronçon, eh bien, il va être équilibré par un moment résultant qui est sur le point G ici. Et cet équilibre, ce moment résultant, on va le nommer moins ms. Alors le moins ici, pourquoi est-ce qu'il y a un moins? Il y a un moins parce que si vous regardez bien la normale sortante à ce tronçon, qui est comme ça, eh bien, dans mon repère local, puisque tout va exprimer dans le repère local, ma normale, c'est égal à moins L1. Donc du coup, le moins là qui est là, il vient de là. C'est-à-dire que ça, ce qui va s'appliquer sur son tronçon, c'est moins M2S. Donc, c'est un effort résultant externe qui s'applique à ce petit tronçon de matière. Et là, j'ai la même chose. Ça, c'est un effort résultant. L'autre, c'est un moment résultant. Moins R de S qui va s'appliquer également au G. Je vais retrouver, bien sûr, des efforts externes à ce petit tronçon et des moments externes au point G', mais ils vont être augmentés de D2MS et D2RS. Donc là, cette fois-ci, j'ai bien un plus parce que ma normale sortante, c'est bien L1. Donc j'ai M2S plus D2MS. La variation en fait de MS le long de la ligne D2S. Et là, j'ai R2S plus D2RS. Donc, si je fais le bilan de tout ce que j'ai en fait sur ce tout petit tronçon, j'ai des efforts externes répartis que je nomme Q2S, des moments répartis que j'ai nommés M2S, un moment résultant sur ce que j'ai appelé la surface A- qui est en G, qui vaut moins M2S, un effort résultant sur A- qui vaut moins R2S, et de l'autre côté, j'ai M2S plus D2MS pour mon moment résultant, et R2S plus D2RS pour l'effort résultant. Alors ici, si on voulait faire ça propre, en fait, vous avez simplement, ici c'est RS plus D2RS sur DS fois DS. C'est pour ça qu'en fait, on a à la fin que D2RS. Donc c'est un petit incrément de cette résultante dans la direction D2S. Donc ici, c'est comme si j'étais sur une poutre droite, hein, puisque effectivement cet équilibre-là, eh bien, je vais l'avoir uniquement sur cette petite portion-là.
Donc là, je peux appliquer le principe fondamental de la statique, et je l'écris, ça me donne ça. Donc ça, c'est le principe fondamental de la statique, donc en G', pour le moment, je l'ai pris en G', donc ici. J'aurais pu le prendre en G, ça ne changerait rien, hein. Et donc ici, je l'ai pris en G'. Ça, c'est mon équation vectorielle en effort. Donc moins R de S plus Q de S fois ds, effectivement, sinon, ce n'est pas un effort, plus R de S plus D de R de S égale à 0. Pour le moment, c'est la même chose, sauf que donc là, je suis en G'. Donc du coup, j'ai M de S qui vient se mettre ici, moins M de S, pardon. Ensuite, j'ai G', vectoriel moins R de S. Voilà. Plus ensuite M de S ds plus M de S plus D de MS égale 0. Monsieur, Donc, oui. pourquoi Q de S ds il est positif? Pourquoi Q de S ds il est positif? Oui, Il n'est pas positif, c'est un vecteur en fait. enfin, parce Là, sur qu'il mon est schéma, orienté selon moins L2. oui, tout à fait, ouais. Sur mon schéma, il est orienté suivant moins L2. Je pense que j'aurais dû le mettre dans l'autre sens en fait. C'est une erreur parce que je ne le connais pas, donc j'aurais dû le mettre positif là pour mon exposé. Tu as raison. D'accord. Ouais. Vous inversez les flèches là, effectivement, ça sera plus juste. Donc là, cette équation-là, en fait, ici, si vous la développez complètement, vous allez faire apparaître des termes qui vont être en ds fois ds, c'est-à-dire en ds carré. Donc vous allez avoir des infiniment petits d'ordre 2, et donc ces termes-là, quand je vais passer de là à là, je vais les négliger. Autre chose qu'il faut bien voir, c'est que G', en fait, c'est moins L1 ds. G', c'est moins L1 ds. Donc, si vous prenez en compte ces considérations-là, eh bien, ces équations-là tombent directement et deviennent Q de S plus D de RS sur ds égale 0 et D de MS sur ds plus L1 vectoriel R de S plus M de S égale à 0. Ça, ce sont les équations d'équilibre des poutres qu'on va utiliser donc pour pouvoir déterminer R de S et M de S. Donc déterminer R de S et M de S, ça va revenir simplement à résoudre des équations différentielles. Voilà. Alors vous avez déjà vu d'autres méthodes en fait pour déterminer R de S et M de S. Vous l'avez vu par exemple en Conan, et ça c'est ce qu'on appelle la méthode de la coupure fictive. Donc pour histoire que vous puissiez raccrocher les wagons, je vous ferai un exemple où on mettra donc à la fois la méthode de la coupure fictive avec le torseur amont et le torseur aval, le plus sur le moins sur le plus. Enfin, je ne sais pas comment vous les avez appelés, hein, ces torseurs. Et puis du coup, on fera aussi avec cette technique-là où on résout l'équation différentielle. Ok, donc ça, ce sont nos équations d'équilibre. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une fois que vous allez les intégrer, vous allez trouver donc R de S et M de S, mais vous n'allez pas les trouver complètement déterminées parce qu'il va y avoir des constantes, forcément. Il va y avoir une constante près, vous allez déterminer ces valeurs-là. Et donc, il va falloir lever ces constantes. Et pour lever ces constantes, eh bien, on va regarder ce qui se passe au bout du tronçon. Systématiquement, on va regarder ce qui se passe au début du tronçon, ici en G0, et à la fin du tronçon. Alors, bien souvent, il suffit de regarder une des extrémités pour lever toutes les constantes, hein. Ce n'est pas la peine de faire les deux, ça va vous donner en fait le même résultat. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on ramène le torseur des actions internes, ce torseur des actions internes, que je note des fois TAI, hein, ou torseur de cohésion, c'est le même mot, hein, c'est tout pareil ça. Eh bien, on va simplement regarder ce qui se passe en SSG0, c'est-à-dire ici, l'abscisse curviligne du point G0, et on va égaler ça à moins les résultantes des efforts externes sur ce tronçon. Donc, résultante des efforts externes, moment externe. Alors, d'où vient ce moins là qui est là? Eh bien, ça, il vient du 3D en fait. Lorsque vous faites l'équilibre sur la face qui est ici, eh bien, cette face-là, sa normale, dans le repère local, c'est moins L1 de SG0. Parce que L1, lui, il est toujours tangent. Et si vous l'avez, alors ça dépend aussi comment vous l'avez choisi, parce que je vous avais dit, L1, en fait, on peut le choisir à un signe près. Donc ici, on va le prendre dans le sens des abscisses curvilignes croissantes, c'est quand même le plus logique. Et à ce moment-là, une fois que vous avez défini ça, vous avez défini une orientation, et la normale, vous voyez, à ma section qui est là, externe, eh bien, c'est bien moins L1 S0.
Donc du coup, en fait, ce signe moins, il vient de cette chose-là. Alors vous l'avez vu à un moment donné en disant que le torseur des actions internes, au point, donc par exemple G0, donc à gauche de votre poutre, c'était moins la résultante des efforts externes. Vous pouvez en fait lever aussi des inconnus, des constantes en fait directement avec les conditions limites en G1, c'est ce que vous avez en dessous, avec, attention, un petit détail quand même près, hein, c'est qu'ici, vous allez lever vos inconnus, vos constantes, pardon, mais la normale sortante de votre poutre ne vaut pas moins L1, cette fois-ci, mais plus L1. D'où, en fait, le plus qui est là. C'est-à-dire que si vous voulez lever vos constantes avec la partie qu'on appelle la partie aval, eh bien vous allez mettre un plus. Si vous voulez lever vos constantes avec la partie amont, vous allez mettre un moins dans vos équations ici. Voilà, donc encore une fois, il n'y a rien de très compliqué. Vous résolvez une équation, des équations différentielles et qui sont en général assez simples. Et ensuite, derrière, eh bien, vous déterminez vos constantes grâce à ce qui se passe aux extrémités de la poutre, c'est-à-dire aux conditions limites du tronçon. Pas de la poutre, du tronçon, puisque tout ça, c'est des calculs que vous allez faire par tronçon. OK. Des interrogations là-dessus? Ça a l'air d'aller pour tout le monde. OK. Ça marche. Alors, on continue. Pour être totalement conventionnel, on va se donner des noms en fait sur les composantes de ce torseur des actions internes. La première chose qu'on va faire déjà, c'est que systématiquement, ces composantes, alors là, vous aviez des vecteurs, donc il n'y avait pas besoin de spécifier des noms de composantes ou un repère, hein, mais par contre, on va systématiquement les projeter dans le repère local. Alors, pour quelles raisons on les projette dans le repère local? Eh bien parce que c'est dans ce repère-là qu'on va calculer l'énergie interne, l'énergie emmagasinée élastique de la poutre par unité de longueur. Et donc cette énergie, en fait, on va la calculer dans le repère local. Comme cette énergie va être exprimée à partir des composantes de R et de M, eh bien, on dénomme en fait les composantes de R et de M dans le repère local. Alors, ce qu'on appelle l'effort normal, c'est la composante N1, c'est celle qui est suivant l'axe L1. Voilà, donc on l'appelle N1 de S. Alors après, on va laisser tomber le S, hein, c'est comme d'habitude parce que tout dépend de S en réalité. Hein. Ensuite, on a ce qu'on appelle les composantes des efforts tranchants, qu'on appelle T2 et T3, donc respectivement suivant L2 et L3. Et ensuite, on va avoir les moments qui s'appellent simplement M1, M2, M3. Le premier est un peu particulier puisque c'est le moment de torsion, c'est celui qu'il y a autour de l'axe L1, alors que les autres, ce sont des composantes de moments de flexion qui s'appellent M2 de S et M3 de S. Donc, si vous regardez bien, R de S, en fait, ce n'est ni plus ni moins que N1 porté par L1, plus T2 porté par L2, plus T3 porté par L3. Et même chose pour M de S, c'est M1 porté par L1, plus M2 porté par L2, plus M3 porté par L3. Donc ça, c'est purement conventionnel. Et donc tout ça, on va l'exprimer dans L1, L2, L3, qui, je vous le rappelle, c'est le repère principal des moments quadratiques. Alors, on va simplifier nos notations. Par exemple, les efforts répartis, les moments répartis externes qu'on appelle Q et M, on va au lieu de les appeler Q1 de S, Q2 de S, Q3 de S, on va les appeler Q1, Q2, Q3. Pareil pour petit m. De la même façon, en fait, comme je vous l'ai dit juste avant, tout ce qui est composant du torseur des actions internes, eh bien, on va les nommer N1, T2, T3. On va laisser tomber le variation de S, puisque de toute façon, tout varie en fonction de l'abscisse curviligne. Et M1, M2, M3, c'est pareil, ça varie en fonction de l'abscisse curviligne. Donc ça, c'est une convention de notation entre nous pour pouvoir avoir moins de choses à écrire. À partir de là, bien souvent, ce qu'on va vous demander, c'est de tracer en fait ces composantes. Voilà, donc là, vous avez un tracé, par exemple, sur une poutre. Et donc ça permet de voir très rapidement, par exemple, vous voyez ici, c'est la composante M3, eh bien, on s'aperçoit que le moment de flexion est maximal, par exemple, à l'abscisse curviligne 0 ici. Donc on sait qu'en général, le moment de flexion est assez prédominant pour faire des très fortes contraintes à l'intérieur de la poutre. Donc on va avoir tendance à se placer, par exemple, sur cette section-là pour faire le calcul des contraintes, pour pouvoir ensuite dimensionner notre poutre.
Donc ça permet de visualiser très rapidement en fait, les endroits, les sections en fait, de la poutre qui sont les plus sollicitées. Si je regarde les équations d'équilibre maintenant, alors les équations d'équilibre, tout à l'heure vous avez eu la version vectorielle, mais je peux maintenant les projeter dans mon repère local. Alors on peut faire des trucs horribles, hein. Par exemple, si vous avez le cas général, alors c'est pas quelque chose que je voudrais que vous reteniez, hein, c'est pas mon but, c'est simplement pour vous montrer que la relation vectorielle toute simple qu'on a trouvée tout à l'heure, vous pouvez les projeter effectivement dans le repère local, donc L1, L2, L3, et dans le cas où vous avez phi de S qui est différent de 0, bah, vous avez les cosinus de phi et de sinus de phi. Je vous rappelle, hein, phi, c'est l'angle entre FR2, pardon, le deuxième vecteur de Freinet, et L2, le premier vecteur propre des moments quadratiques de la section. Et donc là, vous avez effectivement des choses qui peuvent paraître assez compliquées, qui le sont d'ailleurs, hein, qui font intervenir absolument tout, c'est-à-dire à la fois 1 sur R, à la fois 1 sur T, donc la courbure de torsion, le rayon de courbure. Ça, c'est tout ce qui est donc, effort externe, les Q1, Q2, 3, comme M1, M2, M3. Donc ça, ce sont des charges réparties. Et puis ici, bien ce que vous constatez, c'est que vous avez des dérivés de vos composantes ou les composantes elles-mêmes qui interviennent à l'intérieur des équations. Donc systématiquement, bah, vous avez bien sûr 3 équations en effort, 3 équations en moment. Alors vous voyez que ça commence à devenir sympathique lorsque vous déjà vous placez dans les repères, dans le repère, vous faites en sorte que votre repère de Freinet, votre repère des moments quadratiques soit confondu. Donc vous avez phi de S qui vaut 0, bah en fait, du coup, tous les cosinus ici donc, vont devenir égal à 1, les sinus vont devenir égal à 0. Donc là, c'est assez sympathique, ça réduit déjà un petit peu le nombre de termes dans votre équation, mais c'est encore pas vraiment celle-là qu'on va utiliser. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt pour des poutres planes. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de courbure de torsion. Donc, vous avez 1 sur T qui est égal à 0. On va se mettre aussi toujours à phi de S égale à 0, quel que soit S. Et là, vous voyez, vous avez tous les termes en 1 sur T qui vont disparaître. Donc, si par exemple, vous avez des poutres comme celle que je vous ai dessinée tout à l'heure, en quart de cercle, eh bien, vous allez utiliser ces équations d'équilibre-là dans le repère local. Alors, là, le seul petit truc qui est un peu compliqué, c'est qu'effectivement, il faut intervenir le rayon de courbure qui, attention, R est fonction de S aussi, hein, donc il n'est pas forcément constant. Sur le dessin que je vous ai fait tout à l'heure, c'était une poutre courbe en arc de cercle. Là, il se trouve que R de S est constant et il vaut R, le rayon de la poutre. Ok, alors ça, c'est encore assez compliqué, mais ça devient quand même très très simple et on va faire encore plus simple. Voilà, ça on ne peut pas faire plus simple, c'est-à-dire que là on est sur des poutres quasi rectilignes ou rectilignes, hein. C'est-à-dire que vous avez 1 sur T qui est égal à 0, 1 sur R qui est égal à 0. En plus, le repère de Freinet est confondu avec le repère des moments principaux quadratiques. Et donc là, ça, c'est vraiment votre kit de survie pour pouvoir déterminer votre torseur des actions internes. C'est-à-dire que vous avez en tout 6 équations différentielles à résoudre lorsque vous êtes par exemple en 3D. Et ces équations différentielles sont relativement simples. Vous voyez qu'elles font apparaître très très peu de termes à chaque fois. Alors, vous êtes obligé de d'abord résoudre les équations différentielles en effort, parce que comme vous le constatez, par exemple les efforts tranchants T3 et T2 interviennent en fait dans les équations différentielles en moment. En fait, il y a une liaison entre effort tranchant et moment. Donc forcément, vous êtes obligé de déterminer ces équations-là avant de déterminer celles-ci. Sinon, vous ne pourrez pas lever en fait, ces équations-là pour les résoudre. C'est juste à titre d'information, je vous ai montré sur la fameuse poutre là, qui a un phi de S différent de 0. Alors ça se complique un petit peu pour les équations d'équilibre parce que là, forcément, vous allez faire intervenir, même sur une poutre droite, c'est pas si simple, vous allez avoir des termes supplémentaires dans vos équations d'équilibre qui vont être fonction de d de phi sur ds en fait. Donc la variation par unité de longueur de phi de s. Je vois que là c'est un phi bizarre et là c'est un phi avec une autre typo, mais en fait c'est le même phi, hein. Ce phi là et celui-là c'est exactement le même phi. Ok, donc ce qui va nous intéresser, c'est ça. Alors, à ce niveau-là, ce que j'aimerais vous montrer, eh bien, c'est tout simplement, je vais partager mon écran d'iPad et on va faire un exemple d'utilisation de ces équations. Ok, normalement, si tout va bien, vous devriez voir mon écran. C'est ok pour tout le monde là? Ouais, ça Oui, m'a l'air.
Merci. Ça m'a l'air d'être bon pour la plupart. OK. Alors, je vais faire un exemple très très simple hein, ici. J'ai simplement une poutre qui est encastrée au point que j'ai appelé le point A là. Il ne voit pas bien ce point. Voilà, donc elle est encastrée ici. Et au point B, j'ai une charge. Donc c'est ce qu'on appelle une poutre en porte-à-faux, hein. Elle est encastrée libre avec un effort ponctuel au point B. Donc mon système d'axe, c'est EX horizontal, EY vertical sur mon dessin. Je vais repérer un point G, donc qui est le barycentre de ma section de ma poutre par l'abscisse curviligne que j'ai noté S. Mon repère local, je vais l'appeler L1, L2. Ici, je n'ai pas de L3 puisque je suis en 2D. Hein. Ça, c'est un problème uniquement en 2D. Tout ce qui va être avant le point G, c'est ce que je vais appeler l'amont de ma poutre. Hein. Ça, c'est pour faire le test en coupure fictive. Et tout ce qui va être après le G, c'est ce que je vais appeler l'aval de ma poutre. Donc, je ne sais pas, oh, peut-être que vous avez aussi vu que ça, c'était la partie moins et ça, c'était la partie plus. Hein. Donc voilà, donc ne soyez pas surpris des noms amont aval. Hein. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous remplacez par partie moins ou partie plus. Voilà. Donc là, bah, le but, c'est de déterminer le torseur des actions internes. Donc en fait, il faut que je trouve N1. Le but, hein, c'est de trouver N1, T2, T3, M1, M2, M3. Donc ici, ce qui va être assez rapide, c'est que je suis en 2D, donc je ne vais pas avoir besoin de déterminer T3. Je ne peux pas avoir ici de M1 parce que j'en ai pas en fait, donc je vais pas trouver cette composante-là. Je n'ai pas non plus de M2, donc les seules composantes que je vais avoir à déterminer, bah, c'est N1, bah, même pas en fait, j'ai même pas de N1, donc ici en fait, non, je n'ai même pas à déterminer N1. Donc j'ai juste MT2 et M3 à déterminer. Voilà. Donc là, ça va aller assez vite. Alors la première, je vais vous faire donc 3 méthodes. La première, ça va être la méthode avec les équations d'équilibre. Donc la méthode 1, donc c'est ce qu'on vient de voir actuellement, là, juste maintenant. Alors avec les équations d'équilibre, vous allez voir, ça va assez vite, mais c'est pas là en fait où on voit vraiment l'intérêt de la méthode des équations d'équilibre. Là où vous allez commencer à gagner beaucoup de temps par rapport aux autres méthodes qu'on vous a déjà apprises, c'est au moment où vous allez avoir par exemple des charges réparties un peu complexes ou voire même constantes. Bah là, avec les équations d'équilibre, ça va 4 fois plus vite, quoi. Ici, ça se vaut. Franchement, ça se vaut. Donc ici, au niveau des équations d'équilibre, si vous reprenez les équations que je vous ai montrées juste avant, eh bien, vous en avez la première qui va nous intéresser. Je vous ai dit, il faut d'abord résoudre celle-ci. Hein. Alors, exceptionnellement, je mets le 2S là, et puis après, je l'enlèverai. Hein. Donc, la première que vous avez à résoudre, c'est ici. C'est celle-ci. Je n'ai pas de Q2, en fait, ici, puisque je n'ai pas de charge répartie sur ma poutre. J'ai juste, en fait, une charge P en bout de poutre. Bah, résoudre cette équation-là, ça va, ça peut le faire. Hein. Ça veut dire que T2 de S, en fait, est égal à une constante que je note K1. Et là, je vais utiliser, alors j'ai oublié de vous dire, mon tronçon, il est ici, hein. C'est le tronçon AB. Voilà, il ne se passe rien entre A et B, il n'y a pas d'accident de parcours, donc c'est bien mon tronçon. Et je vais utiliser les conditions aux limites. Donc les conditions aux limites, ben, qu'est-ce qui se passe lorsque mon point G va arriver en B ici? Eh bien, lorsque je vais calculer T2 en L, S égale L, eh bien, ce T2 là, il va être égal à P. J'ai oublié de le noter, mais P en fait est porté par L2 ici. Donc le T2 de L, il est égal à P. Et il est égal même à plus P en fait. Ce plus P là vient du fait que ici j'ai L1 qui est ici, qui est en fait confondu avec ma normale N de ma section ici. Donc ce qui s'applique à l'extérieur de mon tronçon, ça s'applique sur cette surface de normale N qui vaut L1, donc T2 de L égale plus P. Bah, c'est fini, parce que vu que T2 en fait c'est une constante, ça veut dire qu'en tout point, T2 de S égale P, quel que soit S. Donc là, j'ai déterminé avec cette équation
mon premier paramètre, mon premier élément de mon torseur des actions internes. OK. Alors, ensuite, l'équation au moment, la seule dont j'ai besoin, c'est D2M3 s sur ds plus T2 s égale à 0. Ben là, c'est pareil. Comme je connais maintenant T2 s qui vaut P, eh bien, j'ai plus qu'à écrire que M3 s, en fait, c'est égal à moins P fois S plus une constante K2. Comment je lève la constante K2? Bah, pareil, je regarde ce qui se passe au bout de la poutre. Et si je regarde ce qui se passe au niveau de M3, bah, M3 au bout de la poutre est égal à 0. J'ai aucun moment. C'est-à-dire que mon effort externe ici, hein, mon moment externe, Mxt porté par L3, eh bien, il vaut 0. Donc du coup, bah, j'ai directement en fait, le fait que M3 de L est égal à 0. Donc ça va me permettre de lever ma constante K2 qui est là. Donc K2 va être égal à P fois L. J'en déduis directement que M3 de S, quel que soit S, ça va être P facteur de L moins S. Voilà, donc là, j'ai résolu mon problème avec les équations d'équilibre. Bon, pas toutes les autres quantités, bien sûr, sont nulles, hein, donc que ça soit N1, que ça soit T3, M1, M2, tout ça, c'est tout nul. Deuxième méthode. Donc là, on va être dans le domaine de ce que vous connaissez. Alors, je vais faire la plus simple pour ce cas-là. Hein. Dans ce cas-là, en fait, effectivement, je vais partir du torseur aval. Alors, je vais dire quoi? Je vais dire qu'en fait, mon torseur des actions internes, voilà, c'est égal à plus mon torseur aval. Donc, dit autrement, c'est égal à mon torseur plus, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aval? Bah, l'aval, si je le redessine, là, j'ai mon point G, comme ça. Voilà, ça c'est L1, ça c'est L2. Et l'aval, bah, c'est que mon point B qui est là, et avec ma charge P portée par L2. Donc ici, eh bien, j'applique directement la définition, et je vois que mon torseur aval en G, donc n'oubliez pas que G, en fait, hein, il est repéré par son abscisse curviligne S, T de S est directement égal à mon torseur des efforts externes, dans ce cas-là, donc c'est égal à P, c'est immédiat, c'est fini. Et enfin, je dois calculer M3. Alors j'ai M3 porté par L3 qui doit être égal à GB vectoriel P porté par L2. Effectivement, qu'est-ce que j'ai alors c'est M3 de S, mais j'avais dit que je ne le mettrais plus, mais je le mets encore un tout petit peu, histoire que vous ne soyez pas trop perdu. M3 de S, donc c'est égal à GB vectoriel P de L2. Donc ça, si je fais le calcul, bah, GB c'est L-S. Ensuite j'ai P, et il me reste mes deux vecteurs, donc L1 vectoriel L2. Et ça, en fait, ce truc-là, ça vaut L3. Donc je trouve directement que M3 de S, c'est égal à P facteur de L moins S. Alors ça tombe bien, c'était le résultat qu'on avait trouvé juste au-dessus. Voilà, donc on a fini avec la méthode du torseur aval. Alors, la méthode du torseur amont, il se trouve que dans cet exemple-là, c'est vraiment pas la plus efficace. Je pense qu'on vous a dit que vous pouviez utiliser les deux. Hein. Donc là, cette fois-ci, en fait, mon torseur des actions internes est égal à moins mon torseur amont. Donc ces deux méthodes, hein, la M2 et la M3, c'est ce qu'on vous a appelé les méthodes avec coupure fictive. Alors pourquoi coupure fictive? Parce qu'effectivement, on va couper là, ici, au point G. Hein. C'est-à-dire que vous voyez, on ne représente pas le reste de la poutre. Hein. On a fait une coupure ici. Donc maintenant, le problème que je vais avoir, c'est que si je regarde ce que c'est que l'amont de ma poutre, bah, la coupure fictive, donc elle est là, hein, cette fois-ci.
je coupe toute la partie aval. Là, j'ai mon point G. Là, j'ai L1. Là, j'ai L2. Et donc, tout l'amont, c'est ce qui est là, avant. Donc là, j'ai mon point A. Et là, le petit problème que je vais avoir, c'est que je vais avoir besoin des efforts qui se situent en A. Et le problème, c'est que je ne les connais pas. Donc je ne les connais pas, donc ça veut dire que ce sont des inconnues liaisons. Alors, il se trouve que je n'ai pas fait la partie j'isole ma poutre, etc. Vous avez vu que ce soit avec l'équation d'équilibre ou le torseur aval, je n'ai pas eu à le faire. Donc cet équilibre global de la poutre, là, quelquefois, vous n'avez pas à le faire. Si vous voulez aller plus vite, c'est tout à fait possible de le faire. Alors, dans ce cas-là, on peut le faire parce qu'effectivement, il n'y a pas d'inconnu liaison sur le point B. Donc, si vous n'avez pas d'inconnu sur un point et que c'est un point terminal de votre tronçon, à ce moment-là, tout va bien, vous pouvez directement vous passer de faire l'équilibre global. Si j'utilise par contre le torseur amont, là, je ne peux pas. Donc là, je suis obligé de définir mes inconnues de liaison. Donc ici, j'ai une inconnue que je vais appeler RYA, ça c'est RXA, et ici, j'ai MZA. Donc la première chose que je dois faire avant de commencer à utiliser la technique avec le torseur amont, eh bien, c'est déterminer ces inconnues de liaison. Bon, je fais ça avec le PFS, je le fais rapidement. Donc je trouve directement que RYA c'est égal à moins P. Alors ça je le fais sur la poutre totale, hein, bien sûr. Hein. Je le fais donc sur la poutre totale. Donc RYA c'est égal à moins P. RXA, ça va valoir 0. Et puis vous avez MZA donc qui est porté par L3, donc c'est la composante ZA portée par L3 plus AB vectoriel PL1, PL2, pardon, qui est égal à 0. Donc ça va vous permettre de dire que MZA porté par L3 plus PL et porté par L3 est égal à 0. Puisqu'en fait ici vous avez L1 vectoriel L2. Ça va vous donner que MZA c'est égal à moins PL. Donc ces résultats-là sont importants, c'est des résultats intermédiaires, mais je vais en avoir besoin pour faire mon calcul avec le torseur amont. Donc on y va. Donc si on se place en G cette fois-ci, eh bien on va avoir par définition T2 qui est égal à moins RYA. Alors d'où il vient ce moins hein? Ce moins, il vient d'ici, hein. Il vient de la définition. Voilà. Le torseur des actions internes, c'est moins le torseur amont, moins le torseur négatif. Voilà. Et une fois que j'ai ça, moins RYA, ce RYA, je sais qu'il vaut moins P. Donc ça, c'est égal, pardon. Donc ça, c'est égal à moins P. Ça, c'est le moins de ma définition. Donc à la fin, ça fait plus P. Et on retrouve effectivement ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire que T2 est égal à P. C'est un petit peu plus long, hein, effectivement, dans cette technique-là, ça va être un petit peu plus long. Ok, pour le moment maintenant. Donc pour le moment, on va avoir M3 donc, qui lui est porté par L3, qui va être égal à moins, alors ce moins, comme d'habitude, ça il vient de la définition, hein. Alors attention, là il faut bien suivre, hein, c'est fait moins GA vectoriel RYA, porté par L2, moins MZA, porté par L3. Ce moins là, il vient aussi de la définition. Ça c'est mon M3. En fait, je fais mon transport de mon torseur des actions externes, donc en A, je le mets en G. Je transporte mon torseur en G. Je continue donc ici à développer. Donc GA en fait c'est moins S, donc ça me fait moins S. Ensuite RYA c'est moins P, donc fois moins P.
porté par L2. Pardon, oui, non, là, c'est porté par L3, excusez-moi, puisque là, j'ai fait en fait L1 vectoriel L2, donc c'est porté par L3. GA, c'est moins S fois L1. Et du coup, moins PL, ça c'est MZA, porté par L3. Donc là, il ne faut pas trop se gourer dans les signes moins, ça c'est encore dû à ma définition. Hein. Voilà. Si vous globalisez tout ça, vous allez trouver que, eh ben, en fait, il n'y a qu'une composante, c'est M3 de S, qui va valoir P facteur de L moins S. Et voilà, et on retrouve la même chose. Donc, en fait, peu importe finalement la méthode que vous allez utiliser, hein, vous allez toujours trouver le même résultat. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Après, encore une fois, ici, les équations d'équilibre paraissent un petit peu plus difficiles à utiliser, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Dès que vous allez avoir des charges réparties, vous allez voir, vous allez vous en sortir nettement mieux qu'avec la coupure fictive, où vous devez faire apparaître en fait des points courants pour pouvoir faire vos intégrations, ce qui n'est pas le cas ici. Mais on verra ça donc en TD. Est-ce que vous avez des questions sur ce petit exemple pour fixer les choses? Dites-moi. Pas de questions. Ok, je rebascule sur le diaporama. Tout le monde voit bien le diaporama? C'est bon? Oui. Ouais. Ok, ça marche, merci. Ok, donc nous avons ici donc, les équations d'équilibre qu'on va utiliser systématiquement donc, pour les poutres rectilignes droites. Alors maintenant, à partir de ça, on va revenir au 3D un tout petit peu, histoire de pouvoir calculer maintenant les contraintes à l'intérieur en fait de la section. C'est-à-dire que là, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est trouver les contraintes en tout point P, vous voyez ici, d'une section donnée en G. Alors, mon but, c'est de faire le lien entre le tenseur des contraintes et les composantes du tenseur des actions internes qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire entre N1, T2, T3, etc. Je vais faire le lien avec sigma 1,1, sigma 1,2, sigma 1,3. Alors, je vous rappelle que si mon tenseur des contraintes est comme ça, c'est parce que j'ai fait une hypothèse. Hein, j'ai dit que mon tenseur des contraintes devait être antiplan. Et donc, je vais regarder en fait ce tenseur qui m'est donné donc, dans le repère local, hein, L1, L2, L3. Eh bien, je vais regarder comment il se décompose. Alors, je vais calculer le vecteur contrainte, tout simplement, suivant la facette qui a pour normale L1. Donc, la facette qui a pour normale L1, eh bien, ça veut dire qu'elle est ici. Ça, c'est la normale 1, 0, 0, c'est L1. Donc, vous voyez que je vais avoir un vecteur, mon vecteur contrainte, qui va valoir sigma 1,1 fois L1 plus sigma 2,1 fois L2. Voilà. Et ensuite, plus sigma 3,1 fois L3. Alors, j'aurais pu mettre 1,2 et 1,3, c'est pareil, puisque mon tenseur des contraintes est symétrique. Alors, tout ça, en général, on l'écrit sous la forme, pour les poutres, sigma 1 fois L1. Et ces deux composantes-là, qui sont portées par L2 et L3, on en fait un vecteur qu'on appelle tau1, en fait. Tau1, et qui est un vecteur dans le plan. Dans le plan donc, de normale L1. Vous voyez, il est dans ce plan-là, dans L2, L3. Et il a une composante suivant L2, une composante suivant L3 qui vaut sigma 2,1 respectivement et sigma 3,1. Donc mon vecteur contrainte T, donc ça c'est ni plus ni moins que l'écriture de T égale sigma une fois contracté à N que vous avez vu l'année dernière. Hein. Donc je vais pouvoir calculer donc, ce vecteur contrainte en tout point P ici. Et par convention, je vais appeler effectivement ma contrainte de cisaillement ici tau 1. Voilà, c'est la seule petite chose. Donc mon vecteur contrainte va pouvoir se décomposer en une composante suivant L1 qui vaut sigma 1 et un vecteur qui vaut tau 1 dans le plan L2, L3. Donc là, jusque-là, pas grand-chose de nouveau par rapport à ce que vous connaissez déjà en 3D. Ok. Maintenant, si je regarde bien ce vecteur contrainte, donc si je mets ces composantes directement, je les ai là, sigma 1, sigma 2, 1, sigma 3, 1, eh bien,
maintenant que je l'ai, je vais pouvoir calculer les efforts et les moments internes résultants. Ben oui, il suffit que j'applique la définition que vous avez vue également l'année dernière. Donc M, le moment résultant, à l'abscisse curviligne G, de G, ici, que j'ai appelé S, eh bien, c'est l'intégrale sur la surface, c'est-à-dire toute cette surface-là, de GP vectoriel T1 dA. Donc dA, c'est l'aire élémentaire, en fait, ici, qui va me permettre de parcourir toute mon aire A de ma section. Donc, R de S, c'est aussi la définition que vous avez vue l'année dernière, ma résultante des efforts internes, en tout point, eh bien, ça va être, alors elle est pas en tout point, pardon, elle est ramenée en G, ça va être T1 de X2 dA, X2, X3, pardon, dA. Donc, vous voyez que ça, ces moments et résultants internes, eh bien, c'est ce que j'ai appelé le torseur des actions internes. Donc voilà le lien qui existe entre le tenseur des contraintes et le torseur des actions internes. On le développe. Alors, ce n'est pas tout à fait immédiat, hein. Il faut écrire quelques petites équations. Vous avez tout ça, comme d'habitude, dans la partie démonstration sur Moodle. Et on va obtenir que des relations relativement simples, finalement, pour les efforts, hein, en tout cas. Vous allez voir que N1, c'est ni plus ni moins que l'intégrale de sigma 1,1 sur la surface A, donc sur toute ma section qui est là. T2, c'est l'intégrale de sigma 1,2 dA, et T3, c'est l'intégrale de sigma 1,3 dA. Donc jusque-là, tout va très très bien et tout est très simple. Ensuite, M1, ça va être l'intégrale de x2 sigma 1,3 moins x3 sigma 1,2 dA. Donc ça, c'est le moment de torsion, en fait. Et les deux composantes de flexion qui sont M2 et M3, ça va être la première, c'est l'intégrale sur A de x3 sigma 1,1 dA. Et la troisième, c'est moins l'intégrale de x2 sigma 1 dA. Voilà. Donc si vous voulez comprendre l'origine de ce moins qui est là, ou comprendre l'origine par exemple de ce qu'il y a là, ici, je vous renvoie aux pages de démonstration que vous avez sur Moodle, dans la partie démo de la partie sténique. Voilà, donc maintenant là j'ai le lien complet entre les composantes de mon torseur des actions internes et mes contraintes dans la section. Alors, ce n'est pas tellement ce qui m'intéresse. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est l'inverse, en fait, hein. C'est-à-dire que le calcul des poutres, comme ce n'est pas un calcul 3D, on ne va pas commencer par calculer les contraintes et les déformations. On va faire l'inverse. On va commencer par calculer, comme on l'a fait tout à l'heure, les composantes du torseur des actions internes. Et ensuite, ce qu'on voudrait, c'est avoir les contraintes correspondantes. Donc, en fait, il faut qu'on inverse ces relations pour pouvoir trouver maintenant les contraintes en fonction du torseur des actions internes. Alors, c'est pour ça que... Alors, pourquoi est-ce que le torseur des actions internes, en fait, ces composantes, on appelle ça aussi des composantes, des contraintes intégrées. On le voit ici, hein, parce que par définition, ce sont des intégrales de contraintes. Alors, pourquoi je vous dis ça maintenant? Mais tout simplement parce que quand on va passer aux plaques, le torseur des actions internes ne s'appelle plus le torseur des actions internes, il s'appelle le torseur des contraintes intégrées. Voilà, bon, c'est juste une petite parenthèse pour faire un clin d'œil aux plaques que vous allez voir après. Ok, eh bien nous avons fini la partie contrainte et on va passer à aux relations de comportement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant que je cherche la suite. Ok, c'est bon pour tout le monde. Là, vous voyez le nouveau diaporama sur les relations de comportement? Oui. Merci, ça marche. Alors, les relations de comportement, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va lier, en fait, sur les poutres, elles sont très très globales parce qu'on va avoir des relations dites matérielles, c'est-à-dire du matériau, hein, et structurelles. Les structurelles qui sont dues plutôt à la structure de la poutre plus le matériau. Donc c'est quelque chose qui va tout englober, en fait, les relations de comportement pour les poutres. Il n'y a pas que la partie loi de comportement qui est ici, comme on avait en 3D. Ok, alors, les relations de comportement au niveau du matériau,
sont très très simples puisque, comme je vous le rappelle, le coefficient de Poisson, on va le prendre égal à 0 pour les poutres. Donc vous vous souvenez en fait de la relation de Hooke qui disait que sigma c'était lambda, un coefficient matériau, fois la trace de epsilon fois l'identité, plus 2 nu fois epsilon. Comme lambda est égal à 0, bah en fait il va me rester sigma égale 2 nu epsilon. Voilà, puisque lambda est égal à 0. Et en plus de ça, comme le coefficient de Poisson est nul, nu qui est égal à g, le module de cisaillement transversal, va directement être systématiquement égal à E sur 2. Voilà. Donc si vous êtes en fait dans la base locale, pour une poutre gauche quelconque, eh bien, vous vous souvenez la dernière fois en cinématique, on a calculé le tenseur de déformation. Bah, vous prenez ce tenseur de déformation, ce sont les composantes que vous avez ici. Là, vous avez par exemple epsilon 1,1. Et bah, sigma 1,1, c'est simplement le module de Young fois epsilon 1,1. Donc tout ça, hein, ce qui paraît un peu compliqué, c'est simplement epsilon 1,1. Sauf que ce epsilon 1,1 est déterminé en fonction de U de G, UG1, UG2, UG3 et θG1, θG2, θG3. Voilà. Alors, où intervient le fait qu'on est en train de calculer le tenseur des contraintes en tout point P de la section? Alors, bah, il y a S déjà qui vous dit que vous êtes en train de calculer sur la section qui a pour composante S, c'est-à-dire vous êtes en G là, ça c'est l'abscisse curviligne de G. Et ensuite, vous avez aussi en X2, X3, et les X2, X3 interviennent ici. Donc voilà, vous n'allez pas avoir le même sigma 1,1, quel que soit le point P à l'intérieur de la section. Il va varier en fonction de X2, X3, bien sûr. Sigma 1,2 et sigma 1,3, bah, c'est pareil. Vous allez avoir qu'un seul terme devant en fait 2 fois epsilon 1,2 et 2 fois epsilon 1,3, c'est G. Donc ici, vous avez 2 fois epsilon 1,2, 2 fois epsilon 1,3, vous avez gamma 1,2 et gamma 1,3. Donc ça, c'est la façon de passer des déformations aux contraintes. C'est ce qu'on avait fait en 3D, donc on fait la même chose en poutre. Ensuite, si vous regardez bien, donc juste avant, là, ces grosses expressions, on peut les écrire comme ça, en fait. On peut les écrire E fois une constante, moins x2 fois une constante, plus x3 fois une constante. Et là, celle-ci, c'est G fois une constante K5 moins x3 K4, et l'autre, c'est K6 plus x2 K4. Voilà. Donc, K1, K6, en fait, ce sont des fonctions de l'abscisse curviligne, mais elles sont que fonctions de l'abscisse curviligne. Elles ne sont pas fonctions de x2, x3. Voilà. Donc, ce ne sont que des constantes. Alors, ce n'est pas vraiment des constantes, on pourrait dire. Ce sont que des choses qui sont fonctions de l'abscisse curviligne S. Alors, je vous rappelle que tout à l'heure, on avait trouvé ces définitions-là. Donc, pareil, si vous intégrez maintenant donc, cette chose-là ici, le sigma 1,1, eh bien vous allez trouver une expression de N1 qui va faire apparaître en fait sigma 1,1, qui va faire apparaître pardon, les différentes constantes que vous avez là. Donc vous faites ce remplacement-là. Ça encore une fois, c'est dans les démos en fait qui sont dans le cours. Et vous allez trouver qu'en fait, eh bien, N1, c'est E fois A. Alors ça, c'est l'intégrale qui va vous donner ça, fois la fameuse constante K1, enfin fonction de S, K1. Et pareil pour les autres termes, vous allez trouver que T2, c'est GA fonction fois K5, la fonction de S, et T3, c'est GA fois K6, la fonction de S. Donc si vous inversez ces relations-là, eh bien vous allez trouver que K1, c'est N1 sur EA, K2, c'est M3 sur EIG3. Alors comment est-ce qu'on fait apparaître ces termes-là? Eh bien, c'est lorsqu'on va intégrer, par exemple, X3 sigma A1. Vous voyez que ce x3 ici, là vous allez faire apparaître un x3, x2 dans l'intégrale, fois une constante qui n'est fonction que de S. Donc là vous allez faire apparaître ig3,2. Sauf que nous sommes dans la base principale des moments quadratiques, donc ig3,2 va être égal à 0. Ici, vous allez faire apparaître x3 par exemple pour M2, x3 au carré. Et dans cette intégrale sur la surface de x3 carré, vous reconnaissez la définition de IG3. Et donc c'est pour ça qu'à la fin, je vais obtenir des IG3 et des IG2 ici. Non, c'était la définition de IG2, pardon. Voilà, donc en fait, on va pouvoir déterminer ces constantes-là, qui ne sont fonctions que de S, en fonction de N1, T2, T3, M1, M2, M3. Ces relations inverses qui sont là, je vous remets un petit passage en arrière, je vais pouvoir réécrire maintenant sigma 1,1
de cette façon-là. Voilà. Il y a une petite chose un petit peu importante que j'ai oublié de vous dire. Là, quand j'ai fait la démonstration, vous allez voir que je fais une hypothèse. Hein. C'est-à-dire que je fais l'hypothèse que la contrainte de cisaillement est constante sur toute la section, ce qui est une hypothèse assez grossière parce que c'est faux. Donc on verra après comment on peut corriger cette partie-là. Donc ça, c'est en première approximation, on va dire que ce qu'on trouve ici, c'est A. Et de la même façon, en fait, quand on fait les calculs dans la partie démo, vous allez voir que ce I0-là, il n'est valable que lorsque j'ai des sections circulaires. Si je n'ai pas de section circulaire et que j'ai du gauchissement dû à la torsion, à ce moment-là, il va falloir que je remplace en fait ce I0 par quelque chose d'un peu mieux. Donc, on verra ça aussi prochainement. Ok, donc si je combine, je reviens, ces équations-là, les 1-5, avec les équations 1-6, j'obtiens ça. J'obtiens les équations 1-7, donc qui sont les équations qui me donnent le tenseur des contraintes en tout point P de ma section, et il les donne en fonction de quoi? Bien sûr de la position du point P, ce sont ces composantes-là, et également, si vous regardez bien, toutes les composantes du torseur des actions internes. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux par exemple calculer la contrainte de von Mises en tout point P. Alors sauf que ici, comme le tenseur est antiplan, la contrainte de von Mises va se réduire à quelque chose de très très simple. Ça va être simplement la racine carrée de sigma 1,1 au carré. Vous pouvez reprendre la définition, hein, bien sûr, de la contrainte de von Mises que vous avez vue l'année dernière, et vous allez tomber sur cette relation-là. Là, c'est pareil, c'est une démonstration qu'il faut regarder en fait dans les transparents de démo. Je n'ai pas assez de temps en fait pour vous les faire en cours, en live, mais je vous ai mis toutes les démonstrations à disposition sur Moodle. Donc je vous encourage beaucoup à regarder ces démonstrations, voire même à trouver si vous voyez des erreurs. Hein. N'hésitez pas. Donc sigma von Mises, c'est la contrainte normale au carré, plus 3 fois sigma 1, 2 carré, plus sigma 1, 3 carré. Et ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça, en fait, ce sont les composantes d'un vecteur qu'on avait appelé taux 1. Donc, si vous prenez la norme de taux 1 au carré, eh bien, vous trouvez que c'est en fait sigma 1 carré plus 3 fois taux 1 carré. Et ça, c'est la définition de la contrainte de von Mises pour les poutres. À quoi sert le calcul de cette contrainte? Eh bien, comme en 3D, à faire du dimensionnement. Donc on va pouvoir maintenant dimensionner nos poutres pour savoir si par exemple il faut changer de matériau ou si les contraintes vont être vraiment trop élevées. Monsieur, Oui? je sais pas si c'est que moi, mais là, j'ai votre micro qui grésille. La même chose. Ok, allez, je change de micro. Il a vraiment un souci celui-là. Ça marche. Merci beaucoup. Ça fait longtemps? Est-ce que là... Non, ça fait depuis peut-être le début de votre phrase. D'accord. Est-ce que ça va mieux là? Oui, là, c'est mieux. Ok, bon, ça marche. J'ai changé de micro en fait. Merci de m'avoir prévenu. Ok, donc on passe à la suite. Maintenant qu'on a nos déformations, maintenant qu'on a nos contraintes en tout point du volume de notre poutre, eh bien, on va pouvoir calculer, faire des calculs d'énergie interne, puisqu'en fait c'est ce qu'on cherche, hein, c'est l'énergie interne. Alors dans les poutres, ça va être une énergie interne soit globale, soit par unité de longueur. Alors cette énergie interne, elle est ici. Hein. Pour pouvoir la trouver, on va utiliser la relation que vous avez vue l'année dernière. Donc c'est l'intégrale sur le volume de un coefficient à demi près, hein, de sigma double contracté à epsilon. Alors, un petit rappel sur l'énergie interne. Donc, on va utiliser le premier principe avec la conservation effectivement de l'énergie la conservation de l'énergie entre l'état final et l'état initial, c'est-à-dire l'état avant déformation et l'état après déformation. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver que si on se met dans un cas adiabatique, on oublie les quantités de chaleur fournies au solide et on ne regardera pas ce qui relibère comme chaleur. Si on regarde quelque chose donc sans énergie cinétique, eh bien, à ce moment-là, donc K égale 0, eh bien, si vous regardez bien, eh bien, la variation en fait d'énergie externe apportée donc à mon solide, ça va être là égale à la variation d'énergie interne. Donc on note ça comme ça, c'est-à-dire que delta Wx est égal à delta W int.
Donc ça, c'est le premier principe, qui est la conservation d'énergie. Alors, ça a demandé beaucoup d'hypothèses, hein, encore une fois. Ça, c'est le théorème de Clapeyron, mais dans un cas très particulier, c'est-à-dire qu'on est en statique ou quasi-statique, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait apparaître d'énergie cinétique, et on est adiabatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'échange de chaleur, hein, notre température est restée constante à la fois dans le milieu externe, à la fois au niveau de notre solide, et donc on peut égaler l'énergie externe avec l'énergie interne. Donc ça, c'est le sujet du TP poutre, c'est ce que vous devez vérifier. En fait, vous vérifiez dans le TP poutre le théorème de Clapeyron. Alors on mesure dans le TP poutre, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, l'énergie externe apportée à notre poutre, on la mesure tout simplement en faisant se déplacer une masse dans le champ de gravité terrestre. Donc grosso modo, on pend une masse à l'extrémité d'une poutre, et c'est ce qui va nous permettre donc d'apporter de l'énergie à notre poutre, qui va nous la restituer lorsque on va enlever la masse. Alors, la densité linéaire d'énergie dans une poutre élastique, on va passer par la définition de la puissance. La définition de la puissance, c'est sur toute la poutre, hein, c'est la dérivée de l'énergie interne par rapport au temps. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette dérivée-là, c'est l'intégrale sur le volume de sigma ij dij dv. Donc là, le sigma ij dij veut dire simplement que ici, vous avez un produit doublement contracté entre sigma, le tenseur sigma, et d, qui est le tenseur des vitesses de déformation. Lorsque vous êtes en HPP, le tenseur des vitesses de déformation est relié avec d de epsilon ij, donc l'incrément du tenseur des déformations infinitésimales. Vous avez juste à multiplier par dt. Attention, ça, ce n'est valable qu'en HPP. Mais il se trouve que tout ce qu'on va faire ici, toutes nos équations sont en HPP avec la théorie des poutres. Donc si vous voulez calculer en fait l'accroissement d'énergie de déformation dans une poutre au cours d'un temps dt donné, vous avez juste à multiplier par dt, et donc vous allez trouver que d2w1, c'est l'intégrale sur le volume de sigma ij, d de epsilon ij, dv. Tout ça, ce sont des scalaires, parce que là, je suis en train de faire le calcul en composantes. Mais bien sûr, il faut sommer. Là, à chaque fois, vous avez une boucle de i qui va de 1 à 3, j égale 1 à 3, pour avoir toutes les composantes. Sauf que je n'ai pas besoin de le faire vraiment pour toutes les composantes, puisque ici, j'en ai plein qui sont nuls. Donc les seuls qui sont non nuls, il va me rester sigma 1,1 d epsilon 1,1. Et ensuite, 2 fois sigma 1,2 d epsilon 1,2 et 2 fois sigma 1,3 d 2 epsilon 1,3. Donc effectivement, les termes là, je les ai 2 fois, puisque si vous faites le produit doublement contracté, vous allez bien obtenir 2 fois ces termes-là à cause de la symétrie de sigma et la symétrie de d2 epsilon. Une fois que j'ai fait ça, je peux utiliser ma loi de comportement pour transformer le d2 epsilon 1,1 en d2 sigma 1,1 sur E. Voilà. Et puis ici, j'ai transformé le d2 epsilon 1,2 en d2 sigma 1,2 sur 2, puisqu'en fait là, ça c'est gamma 1,2 sur 2. Donc il ne me reste plus que d2 sigma 1,2 sur G, et sigma 1,3 multiplié par d2 sigma 1,3 sur G. Donc ça vient de ma loi de comportement avec la particularité des poutres, hein, c'est-à-dire lambda égale 0, nu égale G égale E sur 2. Si j'intègre maintenant, donc là j'ai fait l'intégrale sur tout le volume, maintenant si j'intègre entre mon état initial et mon état final, eh bien, je vais intégrer en fait sigma 1, d de sigma 1, sigma 1,2, d de sigma 1,2 et sigma 1,3, d de sigma 1,3. Donc si j'intègre ça entre mon état initial et mon état final, eh bien, je vais avoir 1 demi de l'intégrale sur le volume de sigma 1,1 au carré sur E, plus sigma 1,2 au carré sur G, plus sigma 1,3 au carré sur G. Donc, à la fin, mon énergie interne, alors il y a un delta parce que on ne connaît jamais la valeur d'une énergie à un moment donné. En fait, on ne peut que mesurer des variations d'énergie entre un état initial et un état final. Eh bien, c'est directement 1 demi de l'intégrale sur le volume de sigma 1 carré sur E plus tau 1 carré sur G. Donc, je vous rappelle ce que c'est que sigma et tau 1, c'était les composantes de mon vecteur contrainte en un point P. Donc, ça veut dire quoi? Ce qu'on ne voit pas ici, c'est que sigma 1 et tau 1 varient en fonction de la position du point. Donc, c'est pour ça que cette intégrale-là n'est pas si simple à calculer que ça. Voilà, donc ça c'est la façon qui va me permettre d'obtenir mon énergie interne, connaissant par exemple mes contraintes. Alors, c'est assez simple puisque
Maintenant, il se trouve que je peux utiliser la relation 1,7. Alors, je vais faire autre chose, c'est que je vais décomposer mon intégrale triple ici sur le volume en une intégrale double sur l'aire de mes sections, et dessus, je vais rajouter une intégrale sur la ligne moyenne. Donc, je vais me balader de SG0 à SG1, c'est-à-dire l'extrémité gauche de mon tronçon à l'extrémité droite. Et ici, je rajoute un petit ds qui est mon abscisse curviligne. Donc, si je regarde les relations 1,7, je vais pouvoir remplacer le sigma 1 carré par ce qui valait en fonction de mon torseur des actions internes. Et donc ici, sigma 1 carré, c'est N1 sur A plus M2 sur IG2 fois X3 moins M3 sur IG3 fois X2, le tout au carré. Ça, c'est sigma 1,1 au carré. Ça, c'est sigma 1,2 au carré. Et ça, c'est sigma 1,3 au carré. Alors faites attention, là encore une fois, il y a à peu près une demi-page de démonstration pour passer de cette relation-là à celle-ci. Donc je vous encourage fortement à regarder comment on passe de là à là. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'évident, en fait. Ce n'est pas si simple que ça. Et ça ne fonctionne aussi facilement que parce que, par exemple, vous êtes avec un repère local, le repère L1, L2, L3, qui est centré en G. S'il n'était pas centré en G, eh bien, les moments statiques ne seraient pas nuls, et à ce moment-là, vous auriez une expression ici très compliquée, et pas du tout aussi simple que celle que vous avez là. Donc regardez bien la démonstration, vous allez voir, elle fait intervenir des tas de choses pour pouvoir passer de cette ligne-là à celle-ci. Une fois qu'on est arrivé là, eh bien on est arrivé à ce qu'on voulait, c'est-à-dire calculer finalement ce qu'on appelle l'énergie interne par unité de longueur, qui est ce terme-là, qui est sous l'intégrale pour notre poutre. Et vous voyez que ça comprend toutes les sollicitations possibles et imaginables sur la poutre, c'est-à-dire avoir de la traction, si N1 est non nul, avoir des efforts tranchants, si T2 et T3 sont non nuls, avoir de la torsion, si M1 est non nul, et avoir également de la flexion, si M2 et M3 sont non nuls. Donc ici, n'oubliez pas que si vous voulez avoir l'énergie totale dans la poutre, vous êtes obligé d'intégrer ce terme-là entre SG0 et SG1. Voilà comment j'obtiens mon énergie interne totale. Une fois que j'ai cette énergie interne totale, eh bien, je vais pouvoir calculer des déplacements généralisés avec les méthodes énergétiques. Alors, ce qu'on appelle les déplacements généralisés, ça comprend tout. Ça comprend à la fois des déplacements, mais également des rotations. Alors, pour ça, on va utiliser le théorème de Clapeyron, qui nous dit que, eh bien, c'est ni plus ni moins que donc, le premier principe, il nous dit que tout ce que je vais appliquer à l'extérieur de mon solide, avec une résultante Rx, par exemple ici, ou un moment Mx, eh bien, je vais avoir tout ça qui va compter donc, pour mon énergie externe apportée à mon solide. Eh bien, tout ça, ça doit être égal à P de xi fois D de xi. Donc en fait, vous avez une somme sur I, bon, c'est simplement une autre écriture, et ça, c'est mon énergie externe. Et Clapeyron, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit que tout ça, ça doit être égal à ma variation d'énergie interne. Donc, c'est ce que j'ai réécrit là, il me dit simplement que ma variation d'énergie externe va être égale à ma variation d'énergie interne. Du coup, ce qui devient très intéressant, c'est que je peux directement trouver ce que vaut mon déplacement externe sous une sollicitation Px de données. J'inverse cette relation-là et je trouve que dx, c'est 2 fois ma variation d'énergie interne divisée par px. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? Eh bien, Wint, je vais pouvoir le calculer grâce à la détermination de mon torseur des actions internes, avec la relation que vous avez juste au-dessus. Et donc, j'ai juste, dans le cas où j'ai une seule charge, j'ai juste à dire, je divise en fait 2 fois cette énergie interne par ma charge et j'obtiens le déplacement correspondant externe. Alors, ces déplacements externes, en fait, il faut bien voir qu'ils sont au droit de l'application en fait, du moment ou de la charge. C'est-à-dire que vous allez avoir une projection ici. Ce qu'on appelle le déplacement, c'est le déplacement suivant la ligne d'action en fait, de la charge. Pour les gens qui ont fait le TP de flexion, je vous ai dit, faites très attention. Le déplacement que vous devez mesurer, c'est le déplacement donc, au droit de la charge, et c'était un déplacement vertical, parce que la charge était due à la pesanteur, donc forcément portée par la verticale de notre repère. Donc voilà pourquoi en fait dx, en fait, c'est la projection sur la ligne d'action.
Ça peut être aussi une rotation que j'ai appelée alpha x ici, mais ce sera pareil, dx, c'est la projection de alpha x sur la ligne d'action du moment externe. Voilà. Donc ça, le théorème de Clapeyron, il est assez intéressant, puisque si vous avez une charge extérieure, eh bien, vous pouvez directement en déterminer ce que vaut le déplacement. Donc pour les gens qui ont fait le TP poutre, ben, c'est ce que vous avez utilisé en fait. Vous avez mesuré cette chose-là de manière expérimentale, et vous avez montré en plus que c'était linéaire. Et enfin, pas cette relation-là, ça c'est une relation donc quadratique, mais par contre ici vous avez montré qu'il y avait linéarité entre px et dx, et ensuite derrière, eh bien, vous avez égalé ça à l'énergie interne pour pouvoir montrer que le premier principe était bien respecté. La seule chose que je ne vous ai pas fait calculer, mais vous auriez pu le faire, c'est vérifier qu'en bout de poutre, effectivement, là où vous avez votre chargement, eh bien, le lien entre le déplacement et la charge, eh bien, c'est cette relation-là. Et ça, c'est fait avec le théorème de Clapeyron. OK. Ensuite, on va utiliser le théorème de Castigliano, cette fois-ci. Donc le théorème de Castigliano, il nous dit que la projection du déplacement ou de la rotation, c'est la même chose, du point où est appliquée une force ou un moment, sur la direction de cette force, c'est égal à la dérivée partielle de l'énergie de déformation par rapport à cette force ou ce moment. Voilà. Donc là, ça permet d'avoir en fait plusieurs charges externes, et la dérivée, le déplacement, pardon, c'est la dérivée en fait de l'énergie externe apportée par rapport à la charge externe. Et là, grâce à ça, eh bien, on va pouvoir appliquer le premier principe. Donc, ça va être aussi la dérivée de l'énergie interne par rapport à Px. Voilà. Là, vous voyez que j'ai allégé un peu les écritures et j'ai enlevé le delta en considérant qu'on a équivalence, c'est-à-dire que la variation d'énergie externe, je vais l'appeler Wx maintenant, et la variation d'énergie interne, je vais l'appeler W1 uniquement. Parce que sinon, ça fait un peu trop lourd. Ce théorème de Castigliano, si vous cherchez à l'appliquer aux poutres, eh bien, vous pouvez très bien dériver sous l'intégrale, et à ce moment-là, vous allez trouver que n'importe quel déplacement que vous voulez calculer, ou n'importe quelle rotation, c'est l'intégrale entre SG0 et SG1, de D2N1 sur D2Px, donc à l'endroit où vous êtes en train de chercher le déplacement, vous avez une charge qui a été appliquée, fois N1 sur EA, etc., etc., et vous faites l'intégrale de cette chose-là sur toute la poutre pour obtenir le déplacement que vous recherchez. Alors, cette chose-là, on va pouvoir l'utiliser également dans le cas où on a des inconnus hyperstatiques. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inconnu, ce n'est pas dx, mais ça va être en fait les réactions ou les moments aux appuis ou aux liaisons. Donc à ce moment-là, on va connaître dx, par exemple, il peut être nul, et on va inverser cette équation-là, c'est aussi le théorème de Castigliano, mais pour pouvoir trouver en fait ici N1, T2, T3 au point d'application de notre charge. Donc on va pouvoir déterminer finalement les inconnus de liaison. Et ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Menabrea. Donc si on a des déplacements généralisés nuls qui sont associés à des efforts généralisés inconnus, c'est le cas quand on a des problèmes hyperstatiques, eh bien on va pouvoir déterminer ces inconnus simplement en égalant la dérivée de l'énergie interne par rapport à dpx à la charge externe égale à 0. Et ça, cette équation-là, va nous permettre de déterminer P de Ext. Voilà, donc là, vous avez fait tout le tour des poutres pour pouvoir résoudre un problème. Alors, est-ce que vous avez... Alors, ça va un petit peu vite, là, ne vous inquiétez pas, c'est normal, je ne peux pas y passer plus de temps, mais ensuite, vous allez voir tout ça en TD et sur pas mal d'exemples, donc vous avez le temps de vous familiariser avec tout ça. Par contre, si vous ne voulez pas être trop, trop loin de la compréhension des TD, il faut absolument que vous fassiez les démonstrations, ou au moins que vous les regardiez, les démonstrations qui sont données dans le cours. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, toutes ces équations qu'on vient de voir maintenant, il y a quand même des domaines de validité, parce qu'on a fait beaucoup d'hypothèses. Donc, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la validité de nos hypothèses. Alors, quelquefois, vous allez voir dans les TD, on va vous dire, bon, là, il est peut-être possible de négliger les efforts tranchants et les efforts normaux. Bon, alors, la plupart du temps, on essaye de négliger les efforts normaux, donc ça revient à quoi? Bien, il se trouve que dans les poutres très, très élancées, ce qu'on appelle les poutres minces,
c'est ce qui est préférentiellement utilisé avec le modèle de Bernoulli. C'est des poutres très élancées, c'est-à-dire que c'est pour ces poutres-là qu'on va négliger le cisaillement transversal. Eh bien, on va regarder énergétiquement ce qui se passe au niveau des efforts tranchants et par exemple au niveau des moments de flexion. Là, on n'a pas de torsion hein, ici. Et donc là, eh bien, on va voir que sur ces poutres minces, effectivement, les termes en T2 carré sur GA plus T3 carré sur GA, donc ça ce sont les deux efforts tranchants, eh bien, cette contribution-là est négligeable devant la contribution des moments de flexion. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand vous allez calculer votre énergie interne, pour pouvoir calculer par exemple vos déplacements, vos rotations, vous allez pouvoir négliger ces termes-là, donc pas les calculer. Mais néanmoins, si vous voulez être propre, ça il faut vérifier qu'on peut le faire. Et pour ça, vous avez juste à calculer ce terme-là et regarder qu'il est effectivement négligeable par rapport à celui-ci par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire assez fréquemment. En général, on vous le dit, hein, on vous le dit dans les énoncés, on dit là, vous allez utiliser des poutres élancées, donc vous allez prendre un modèle de Bernoulli, donc du coup, on va négliger les efforts tranchants, par exemple. Alors, il y a un moment, on a aussi négligé les déplacements relatifs dans le plan de la section droite parce qu'on a pris un coefficient de Poisson égal à 0. C'est-à-dire qu'en fait, on a dit, on ne va pas prendre un tenseur de déformation qui serait cohérent comme celui-ci, hein, puisqu'ici, vous avez le terme y1 qui devrait se retrouver normalement ici avec le coefficient de Poisson avec un signe moins près. Mais on va prendre en fait ce tenseur comme un tenseur antiplan. Donc, on va avoir un carré de 0 ici. Étant donné qu'on a fait l'hypothèse que notre tenseur des contraintes était également antiplan, si vous regardez bien, lorsque vous calculez les énergies de déformation avec ce tenseur-là ou avec celui-ci, vous trouvez la même chose, forcément, à cause du fait que le tenseur des contraintes est antiplan. Donc là, de ce côté-là, d'un point de vue énergétique, le fait de prendre le coefficient de Poisson égal à 0 n'est pas très très grave. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à justifier le fait qu'on prenne un tenseur de déformation antiplan. Alors, comment vous allez maintenant donc utiliser tout ça pour résoudre des problèmes? C'est une espèce de recette de cuisine très très simpliste, hein. La première chose, la première étape, c'est celle que vous n'aurez pas à faire en tant qu'étudiant, c'est-à-dire que, alors ça se peut, mais c'est assez rare en mécanique des solides parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Par contre, c'est ce qui vous intéressera le plus quand vous serez ingénieur. L'étape 0, en fait, c'est le passage du mécanisme réel au modèle, la modélisation poutre. Donc pour faire cette étape 0, vous devez faire plusieurs choses. Vous devez choisir des hypothèses sur vos poutres. Est-ce qu'elles sont bien à section constante? Est-ce que je n'ai pas de variation brutale, etc. Vous allez devoir aussi modéliser les liaisons. Donc ça, c'est toute la partie étape 0. En général, vous allez voir, on ne vous la donne jamais à faire puisqu'on vous donne directement en fait, cette modélisation. L'étape 1 consiste toujours à isoler le solide étudié. Pourquoi? Ça permet d'identifier le torseur des inconnus de liaison, ça permet de nommer des inconnus de liaison et surtout, ça permet de les compter. Ça permet aussi de regarder les équations cinématiques de ces mêmes liaisons. Alors, je ne vous ai pas montré plein de liaisons différentes, mais il y en a pas mal. Vous pouvez avoir par exemple des liaisons rotules, des liaisons avec des ressorts, des choses comme ça. Donc là, vous avez des conditions cinématiques. Et donc ça, c'est à étudier effectivement pour pouvoir donc voir si vous avez des liens entre la partie cinématique et la partie effort ou moment. Ensuite, il faut regarder donc, les chargements ou les déplacements imposés, donc les répertorier. Et une fois que vous avez fait cette étape 1, vous pouvez passer à l'étape 2, c'est-à-dire calculer le degré d'hyperstaticité. Là, il y a à l'étape 3 deux conditions. Si votre système est isostatique, vous allez déterminer les inconnus de liaison, mais ce n'est pas obligatoire, comme vous avez pu le voir. Ça dépend un peu de ce qu'on va vous demander après. Si par contre le système est hyperstatique, eh bien, ça va être très très simple à résoudre. Vous allez considérer comme connus les H inconnus des torseurs inconnus de liaison. Alors je répète, hein, imaginez tout à l'heure, on avait des inconnus, on avait une inconnue hyperstatique, hein, on en avait une de trop, dans l'exemple que je vous ai montré sur la poutre courbe. Eh bien, vous considérez que cette inconnue, vous la connaissez. Vous la connaissez, et vous faites comme si elle était connue, vous déterminez les équations cinématiques correspondantes s'il y en a, etc.
et vous déterminez en fait les inconnues de liaison restantes, mais qui vont être fonction de cet inconnu. Mais peu importe. Ensuite, l'étape 4, vous calculez le torseur des actions internes en tout point de la ligne moyenne de la poutre. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. L'étape 5, vous calculez les déplacements à l'aide du calcul de l'énergie interne et du théorème de Castigliano. Et là, si votre mécanisme est hyperstatique, eh bien, grâce aux déplacements que que vous connaissez, vous allez pouvoir déterminer les H inconnus de liaison. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez faire avec Menabrea, par exemple. Ensuite, dans une autre étape, vous pouvez tracer les diagrammes des composantes du torseur des actions internes pour déterminer les sections les plus sollicitées. Et enfin, dans l'étape 7, eh bien, vous allez pouvoir calculer les contraintes dans la section que vous avez identifiée comme la plus sollicitée, donc dimensionner votre poutre. Et là, c'est ce que vous faites quand vous faites par exemple de la RDM. Donc l'étape 5, en fait, en général, c'est une validation en déplacement, c'est-à-dire que vous allez regarder si les déplacements ne sont pas trop grands par rapport à ce qui est demandé dans votre structure. Par contre, ici, l'étape 7 vous permet de faire une validation en contrainte. Est-ce que votre matériau ne va pas être trop sollicité? Est-ce qu'il va résister à la fatigue? Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe dans cette étape 7 sur le calcul des contraintes dans la section que vous avez identifiée comme la plus sollicitée grâce à l'étape 6, qui est le diagramme des composantes du torseur des actions internes. Voilà, donc on a terminé pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, avant d'attaquer les poutres, je vous ferai une petite partie complément pour essayer de voir comment on peut améliorer ce modèle poutre. Il y a des améliorations possibles. Et puis, comment est-ce qu'on peut faire des choses un peu compliquées avec les poutres, comme de la torsion sur des profils non circulaires. J'ai terminé, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous voulez qu'on revienne sur certains points, n'hésitez pas, c'est le moment. Monsieur, moi j'avais une question. C'est sur l'énergie interne. J'ai pas très bien compris l'intégrale entre l'état final et l'état initial. Ok, alors je reviens, c'était ici, c'est ça? Une diapo juste avant encore. Là, Oui. c'est là. Ok. Donc tu n'as pas Oui, compris c'est en ça. fait ce passage-là à celui-là. Enfin, si celui-là tu l'as compris. Oui, c'est les deux dernières lignes en fait. En fait, c'est de ce passage-là à celui-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc en fait, la variable qui s'appelle d de sigma 1,1 ici, c'est l'incrément de contrainte entre l'état initial et l'état final en fait. Donc on va intégrer ce truc-là. Si tu intègres par exemple entre l'état initial et l'état final le d de sigma 1,1, tu vas trouver sigma 1,1. Ok. C'est la somme de tous les petits incréments d de sigma 1,1 entre l'état initial et l'état final. Ça va? D'accord. Ok. Si maintenant tu intègres sigma 1,1 d de sigma 1,1, bah, tu vas te retrouver avec comme primitive 1 demi de sigma 1,1 au carré à intégrer entre l'état initial et l'état final. Ça va? Oui. L'état initial, alors ça peut-être que tu l'as oublié, mais effectivement, j'aurais dû le rappeler, l'état initial, dans tous les calculs qu'on a fait en 3D, il est toujours à contrainte nulle. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas de contrainte résiduelle dans notre état initial. Donc ça veut dire que l'état initial de sigma 1,1, c'est 0. Donc quand tu fais la primitive 1 demi de sigma 1,1 carré intégré entre 0 et le sigma 1,1 final de ton état final, bah, tu trouves sigma 1,1 carré sur eux. Là où il y a un truc qui est fort critiquable dans ce que j'ai écrit, c'est que ma borne maxi de sigma 1,1, je l'ai appelée sigma 1,1, et ma variable d'intégration, je l'ai aussi appelée sigma 1,1. C'est ça qui est un peu confusant, tu vois. Ok, c'est bon. Ouais, Si c'est j'avais bon, voulu faire j'ai les compris. choses comme il faut, là, j'aurais appelé ça sigma 1,1 d de sigma 1,1. Par contre, celle-ci, ça devrait être sigma 1,1 de l'état final. Oui, d'accord, oui.
Alors, c'est pas le même sigma 1,1 en fait c'est entre ça. la En fait, dernière ligne. ça, c'est un sigma 1,1 qui a besoin d'être intégré entre EI et EF. Donc, c'est en Oui, fait, c'est comme si on avait x dx c'est et à la ça. fin on a L au carré quoi. C'est ça. C'est la même chose. D'accord. Bon, c'est une question d'habitude. En fait, c'est vrai que pour les poutres, on fait tout le temps ça. On fait ce raccourci-là directement, c'est-à-dire qu'on considère la variable qui nous sert pour faire l'intégration, la variable courante. À la fin, en fait, on a la flemme de réétiqueter ça sigma 1,1 final, quoi. Encore D'accord. une fois, c'est parce que, par définition aussi, hein, mais il faut faire attention parce que ce n'est pas toujours vrai dans la vraie vie, hein, tout à fait, l'état initial est à contrainte nulle. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Eh bien, écoutez, on va arrêter là. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon appétit.